Si le son environnant vous est familier, c'est que vous avez vu ou écouté les épisodes de la première saison de Soignants-Soignantes en soins palliatifs. On est dans ma voiture et je vais rejoindre Charlotte, ma binôme infirmière qui a décidé d'arrêter les soins palliatifs et de quitter la clinique. Cela faisait longtemps que je souhaitais recueillir son témoignage. D'abord parce qu'elle m'a énormément appris à mon arrivée sur les lits identifiés de soins palliatifs. Ensuite parce que ce programme a toujours été prévu pour alterner partage de connaissances et témoignages. L'idée était d'aller interviewer les professionnels de santé que j'avais rencontrés lors de mon diplôme universitaire de soins palliatifs et d'accompagnement dans chacun de leurs services, en faire leur portrait pour permettre de diffuser la culture palliative, de mettre des visages et des voix sur celles et ceux qui y travaillent au quotidien, puis de revenir ensuite à mon service et vous présenter mes collègues. On va pas rembobiner le film de ces 2 dernières années, vous l'avez vécu comme moi, tout ne s'est pas passé comme prévu. On va donc profiter de cet entretien avec Charlotte pour vous parler de ce qui fait l'originalité des soins palliatifs, de ce qui fait qu'on y arrive, et parfois des raisons pour lesquelles on en part. Salut Charlotte. Salut Laurent. Tous les deux ont travaillé donc en équipe contre équipe à la clinique en tant qu'infirmier sur les lits identifiés de soins palliatifs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Avant d'aborder avec toi les raisons qui t'ont fait quitter ce poste, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Oui. Toi, tu es passée en tant qu'infirmière dans quel service ? Moi, je suis passée surtout en fait pratiquement que dans des services de soins palliatifs, puisque j'ai fait un stage en médecine gastro, donc à l'hôpital d'Annemasse, où il y avait des lits identifiés soins palliatifs. Donc c'était le premier contact en début de 2e année. J'ai été aussi dans un SSR, donc pareil, avec du soin palliatif un peu mélangé au lit de SSR. Et ensuite, j'ai fait mon stage pré-pro dans un centre d'oncologie où il y avait aussi des lits identifiés soins palliatifs. Ensuite, j'ai intégré un poste en tant qu'infirmière dans un SSR aussi, à Évian-les-Bains. Et j'ai commencé en fait pendant 6 mois dans un service de gériatrie secteur fermé, ce qui a été très très dur. Et pour ensuite, on m'a proposé d'aller dans un secteur polyvalent, de SSR polyvalent, avec 6 lits identifiés soins palliatifs. Donc ça, c'était 6 mois après ma prise de poste dans ce SSR à Évian-les-Bains. Pour ensuite arriver, il y a 4 ans, en 2017, à Jean-Léon, sur là vraiment que les 5 lits identifiés de soins palliatifs au sein du SSR. Voilà. Du coup, quelles sont les raisons qui t'ont fait rejoindre les soins palliatifs ? Est-ce que c'est ces différentes expériences qui t'y ont amené et pourquoi ? Alors, vaste question. En fait, je pense que ça a commencé avec ce fameux stage de médecine gastro, où là, j'ai vraiment découvert les soins palliatifs. Je ne les connaissais pas avant. Je n'avais jamais vécu de deuil autour de moi, ni dans ma famille. Donc pour moi, c'était vraiment inconnu. J'en entendais un peu parler parce que mon papa était policier, forcément, il parlait un peu de la mort à la maison, mais je n'avais jamais vécu ça. Donc ça a été pour moi un peu une sorte de stupeur la première fois que j'ai vu quelqu'un agoniser, par exemple. C'est vraiment la première chose qui me vient en tête. J'ai été désemparée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais pas adaptée à la situation. Et j'étais du coup en début de 2e année, donc un peu novice. Voilà. Et il y a une aide-soignante qui a été un peu brute avec moi, qui m'a dit en gros, pars d'ici, reste pas dans la chambre, je sais mieux faire, j'ai l'expérience, va-t'en avec ton tensiomètre, ça ne sert à rien. Et finalement, je suis sortie de la chambre et quelques minutes plus tard, on m'a dit ce monsieur est décédé. Donc ça m'a un peu interloquée, ce moment-là, finalement, où j'ai vu ce patient agonisant. Et ça m'a intriguée en fait. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai envie d'en savoir plus.
Et ensuite, il y a eu plusieurs situations un peu similaires, mais j'étais jamais là pour le moment finalement de la mort. Ça a été un peu pareil pour mon stage après pré-pro. Donc c'était un service d'oncologie, soins palliatifs. Il y avait beaucoup de morts tout le temps, et j'étais jamais là pour les décès. À tel point qu'à un moment donné, on m'appelait l'ange blanc parce que les patients, ils mouraient jamais avec moi. Et ça m'a intriguée. Voilà, il y avait cette espèce de peur de la mort, vraiment, de peur au plus profond de moi. C'est quelque chose qui m'animait, et j'avais besoin de comprendre en fait ce qui se passait. Donc vraiment, au début, c'était pour moi. C'était pas pour les patients. Je l'avoue, hein, vraiment, c'était une espèce de curiosité. Et une manière pour moi de démystifier un peu la mort, qui est quand même devenue très tabou dans notre société, dans ma famille, enfin voilà, pour tout le monde. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus aussi, sur la gestion des émotions, parce que donc en service de soins palliatifs, surtout pour la toute fin de vie, j'avais besoin de comprendre quels étaient les mécanismes de défense des soignants, comment ils arrivaient à se protéger, comment ils arrivaient à vivre malgré tout avec ce métier, à rentrer chez eux, à faire d'autres choses, à penser à autre chose. C'était pour moi très important de le savoir. Et en faisant ce mémoire, même en le rédigeant et en faisant ma soutenance, j'avais pas encore toutes les clés. J'avais réussi à mettre certains mots sur certaines émotions, à essayer de comprendre, décortiquer. Et finalement, tout au long de mon expérience, mes 8 ans d'expérience, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est seulement aujourd'hui que j'ai compris certaines choses. Voilà, donc il y a eu ce mémoire, il y a eu ce stage pré-pro où je voyais pas les gens mourir, mais en tout cas, je m'occupais d'eux jusqu'au bout, où j'ai commencé à prendre des initiatives en tant qu'infirmière, où j'ai commencé à prendre confiance en moi aussi. Ensuite, il y a eu ce poste, cette opportunité. Donc, on m'a proposé d'abord le poste en gériatrie, et j'ai tout de suite en fait saisi l'opportunité après d'aller sur le polyvalent soins palliatifs parce que ça m'attirait. J'avais encore besoin de répondre à certaines questions. Quand je suis arrivée sur ce service de polyvalent soins palliatifs, c'était une organisation complètement différente de celle du poste que j'occupais avant, c'est-à-dire que les 6 lits étaient mélangés dans les 30 lits de polyvalent. Donc il n'y avait pas vraiment d'infirmiers attitrés. On était quand même tous une équipe sur le polyvalent soins pal, donc on était, je sais pas, il y avait 6 ou 7 infirmiers, il y avait le double d'aides-soignantes, on était quand même bien dotés en soignants, donc ça c'était plutôt une très bonne chose. Mais on travaillait pas trop en binôme infirmier aide-soignant. C'était plutôt, voilà, les aides-soignants étaient à 2, faisaient les toilettes, les soins de nursing, de confort. Et nous, on était vraiment là plutôt pour les soins vraiment dits infirmiers. Il y avait moins de proximité. Voilà. Puis, donc finalement, j'ai continué à faire ça, finalement sans trop me poser de questions. Les gens mouraient toujours pas avec moi. C'est dingue ça, parce que vraiment j'avais des collègues, ils mouraient tout le temps avec mes collègues. Moi, dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire je veux pas que ce soit avec moi, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, mais j'avais peur de voir le corps mort. C'était quelque chose qui m'effrayait et que je voulais pas voir. Il y en a eu quelques-uns, mais quand j'y repense sur les 4 ans que j'ai fait là-bas, j'en ai vu. Ça se compte peut-être sur les doigts de la main. Puis au bout de 2 ans, donc voilà, c'était toujours comme ça. J'essayais de pas être là à ce moment-là, mais je les accompagnais jusqu'au bout. Il y avait des liens qui se créaient. Il y a eu des situations plus difficiles que d'autres. J'avais l'impression de grandir, de mûrir, de commencer à comprendre certaines choses. Puis j'ai eu un décès dans ma famille au bout de 2 ans. De travail là-bas, et là pour moi ça a été vraiment très très difficile. J'ai dû même changer de service en fait pendant un temps. J'étais en arrêt, voilà, parce que cette personne de ma famille, je l'ai accompagnée comme en fait j'aurais pu accompagner un patient. J'ai pris du temps pour elle. J'ai été au-delà en fait de mon rôle de famille.
Donc ça a été un peu difficile cette période pour moi parce qu'il a fallu que je réadapte mon comportement, que je ravale un peu mes émotions. J'avais l'impression que mes émotions elles étaient plus exacerbées, que j'arrivais moins à les gérer, que voilà, c'était complètement différent. J'avais perdu une espèce de barrière. Puis petit à petit, j'ai réussi à retrouver, à réussir à gérer mes émotions. Et voilà, ensuite, ça s'est mieux passé pour moi. Enfin voilà, ça allait mieux. Et les gens ont commencé à mourir avec moi. Voilà, vraiment, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des choses un peu inexplicables, vraiment. Ensuite, au bout de 2 ans, j'ai arrêté mon travail là-bas parce que j'ai changé de région. Et j'avais toujours ce besoin de travailler dans les soins palliatifs. C'était vraiment, pour moi, un service qui m'élevait, qui m'apprenait beaucoup sur l'humain, qui me donnait confiance en moi. J'avais l'impression de faire quelque chose de bien, d'être utile, d'apporter quelque chose, des connaissances, un savoir. Voilà. Et donc, j'ai eu cette superbe opportunité à la clinique Jean Léon, à la Grande Motte. Dès que je suis arrivée dans la région, j'ai trouvé ce poste qui était vraiment, avec toi, Laurent, ce poste qui était créé que pour les soins palliatifs. Donc, avec ces 5 lits sur la clinique où il y a un binôme infirmier-aide-soignant qui est là de 8h à 17h pour l'infirmier et l'aide-soignante est là un peu plus longtemps. Et là, vraiment, ce poste, il a été pour moi, ça a été vraiment une belle opportunité. Alors au début, j'y étais un peu plus souvent, on était en 7h30, toi t'étais de nuit. Il n'y avait pas l'équipe au complet, il n'y avait pas encore Christelle, il y avait Solène qui était là et la contre-équipe était un peu moins formée, un peu moins dans l'empathie, l'écoute et tout ça. Donc vraiment l'équipe s'est formée, je sais même plus au niveau de temporalité, ça devait y être il y a 2 ans et demi, c'est ça. Voilà, et là vraiment il y a eu une espèce d'harmonie entre nous deux, les 2 aides-soignantes et le médecin en place, ce qui a permis en fait, je pense vraiment un travail fabuleux autour de nos patients et entre nous, voilà. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Est-ce que ce qui te faisait peur, c'était la mort ou est-ce que c'était l'agonie ? Ce qui me faisait peur, c'était vraiment la mort en soi, le corps mort, le corps sans âme. Ce qui me renvoyait finalement à ma propre finitude, c'est-à-dire je ne suis pas croyante, j'ai aucune foi en rien. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a poussée vers là, parce que j'avais besoin d'en être sûre. Et à chaque fois finalement que quelqu'un était mort, j'avais peur d'y aller parce que ça me renvoyait au fait qu'il n'y avait plus rien après. Après voilà, chacun a ses croyances, mais de voir un corps mort, ça me renvoyait ça. On est vivant et après on est mort et voilà, et c'est comme ça et c'est dur à accepter. L'agonie, pour moi, c'était un moment très intense à chaque fois que j'ai pu vivre. Je me rappelle de tous les moments que j'ai vécu avec tous les patients où il y a eu cette agonie. Ça a été dur parce que les premiers temps où je l'ai vécu, c'était avant la loi de 2016, Claïs dit, où finalement la sédation profonde et continue, on la faisait quand même, mais la loi n'était pas encore faite, ou alors on la faisait pas. Et c'était compliqué parce que souvent, alors l'agonie, ça c'est ton sujet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de soignants qui trouvent cela inconfortable pour eux. Mais il y a eu des moments quand même où le patient est inconfortable et on ne pouvait pas forcément agir. Et je me suis retrouvée dans des situations au chevet du patient où je sentais qu'il y avait un inconfort, une détresse respi aiguë, une angoisse extrême. Et c'était souvent ce moment qui était dur. C'était intense et dur, mais finalement j'étais dans l'action.
Et donc j'agissais, je faisais quelque chose et c'était pas comme ce moment où justement il n'y a plus rien. Et c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment ce moment-là qui m'angoissait et qui m'angoisse toujours. Voilà. Pour rebondir, je voudrais savoir, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que les soins palliatifs, c'est si différent des autres secteurs de médecine, chirurgie ou autre, et pourquoi ? Alors, je pense que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans chaque service, on peut faire du soin palliatif. Parce que pour moi, le soin palliatif, c'est pas forcément la fin de vie. Enfin, ça l'est pas forcément. Je pense que c'est une approche qu'on devrait utiliser pour tous les secteurs. En sachant clairement qu'en médecine, il y a toujours des lits de soins palliatifs, des gens ou vraiment des gens en fin de vie. Ce que je trouve très dur d'ailleurs, parce que souvent c'est mélangé, les infirmiers, les aides-soignants n'ont pas le temps, il y a toujours une équipe mobile, mais bon, elles font pas forcément les soins. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a partout. Voilà, il y en a en EHPAD. Il y a des gens qui meurent partout finalement, sur le bord de la route. Bon, voilà, et c'est pareil pour tous les services d'hospitalisation. Peut-être moins en chirurgie, mais je pense que c'est une approche qu'on peut retrouver dans tous les services. Ce qui est bien, c'est de pouvoir sectoriser, faire des services, créer des services en fait pour pouvoir avoir vraiment du personnel formé sur ce genre de lit et pour pouvoir accompagner au mieux les patients, parce que c'est vrai que en service de médecine souvent on voit des situations tragiques ou même dans des services de SSR parce que voilà, il y a trop de travail à côté, trop de pression et qu'on n'a pas le temps simplement d'aller tenir une main ou d'aller papoter avec la famille. Voilà. Mais pour moi, je pense qu'on peut le retrouver partout. Ça demande quelles compétences, d'après toi, de travailler en soins palliatifs ? Alors, les compétences, je pense que ça demande déjà des compétences psychologiques. Enfin, non, c'est pas psychologique, mais de l'empathie. Voilà, plutôt de l'empathie, de l'écoute. Je pense qu'il faut savoir écouter, mais ce que j'en pense, c'est que déjà pour être infirmier, il faut avoir aussi ses qualités. Il faut avoir aussi des compétences techniques, c'est très important parce qu'il faut savoir réagir vite. Moi, je compare souvent des fois le service des soins palliatifs à un service d'urgence, c'est-à-dire qu'on vit clairement, alors pas tous les jours, mais on vit souvent, régulièrement des situations d'urgence où il faut savoir réagir vite, où il faut savoir réfléchir vite et où il faut savoir anticiper. Il y a ça, il y a aussi savoir prendre le temps avec le patient, savoir écouter, je l'ai déjà dit, mais ses besoins, parce que chaque patient est différent. Chaque patient a des demandes différentes. Il y a des patients qui vont pas vouloir de présence, d'autres oui. Ils vont pas forcément le verbaliser, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Et donc c'est en ça qu'il faut savoir écouter. C'est-à-dire qu'il faut pas savoir seulement écouter ce qu'ils nous disent, mais aussi ce qu'ils nous disent pas. Par des gestes, par des regards, par juste le fait de les apprivoiser, de les connaître. Voilà. Donc ça demande à être attentif aussi. Voilà. De l'empathie, il faut en avoir. Après, je pense qu'il y a une barrière aussi à mettre, c'est-à-dire que à un moment donné, moi, je me suis perdue dans le trop donné. Je pense que c'est important de donner, mais aussi de se protéger. Moi, c'est un peu l'échec de ce qui s'est passé. Voilà, pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions et se sentir bien dans sa tête. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler en soins palliatifs en tant que soignante ? Alors en tant que soignante, ce que ça m'a apporté, je pense que c'est de l'humain. Enfin voilà, moi c'est ça que je retiens le plus, c'est-à-dire c'est à un moment donné, je crois que j'avais perdu foi en l'humain.
Et on se rend compte que face à la mort, les gens, ils sont souvent pleins d'humanité. Ils nous apportent, finalement, c'est eux qui nous apportent souvent de l'apaisement face à ce moment tragique qui traverse. Donc voilà, ils m'ont apporté, chaque patient m'a apporté beaucoup d'humanité. Ça m'a apporté de la confiance en moi, dans mes compétences techniques, dans mes compétences relationnelles, parce que j'en avais pas du tout quand j'étais étudiante. Réellement, je pensais que j'étais nulle, on me l'a dit aussi, donc ça m'a permis d'avancer, d'être dans des situations un peu d'urgence, comme on disait tout à l'heure, d'agir vite, de réfléchir, de mener un projet de soins en équipe, de travailler vraiment en équipe. Ça, c'était vraiment important. En binôme avec l'aide-soignante, même si je ne l'ai pas trop vécu dans mon travail d'avant, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. En binôme aussi avec le médecin, et ça a permis d'élargir mon champ, ma vision du soin. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'être de faire attention et de se protéger, et c'est vrai qu'il faut réussir à être dans une juste proximité, qui est un tout petit peu différente de la juste distance qu'on apprend à l'école. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que dans le cadre des soins palliatifs, la juste proximité, elle est un petit peu plus valable, quoi. Et je voulais rebondir sur le fait qu'il fallait être finalement assez flexible avec les patients. C'est vrai que quand on a une aide, par exemple, d'autres secteurs qui viennent sur les soins palliatifs, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont du mal à comprendre que le soin qui doit être fait à 9h, elles vont vouloir le faire à 9h. Voilà. Et pas, en fait, se dire, je vais m'organiser autrement. Moi, j'avais prévu quelque chose. Finalement, non, je vais le faire à 11h ou je vais le faire cet après-midi, et c'est pas grave. Oui, parce que c'est de ça dont a besoin le patient. Qu'on s'adapte, Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois gênant pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, c'est-à-dire qui arrivent et qui ont fait leur plan dans leur tête, et puis quand il faut dévier de ce plan-là et tout remettre en ordre différemment, parce que justement il ne se passe pas ce qu'on avait attendu, parfois ça peut frictionner un petit peu. Tout à fait, je pense que moi j'étais assez comme ça, je suis comme ça dans ma vie, c'est-à-dire que je me fais des listes, tac, 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 et je pense que le soin palliatif, ça m'a apporté ça, comme tu le dis très justement, c'est-à-dire qu'on est obligé, parce qu'on a une charge de travail, on a une charge mentale, on est obligé de s'organiser, de se dire, bon, faut que je fasse ça, ça, ça. L'avantage qu'on avait, puisque j'y suis plus, mais c'est qu'on a 5 patients, et donc même s'il y a quand même beaucoup de travail, ça nous permet aussi de moduler, d'étaler les soins dans l'après-midi. Et moi, ça m'a permis ça finalement, de me dire, bon, Charlotte, là, ta perfusion ou je sais pas, ou ton test PCR ou ta tension, tu la prendras tout à l'heure. D'apprendre à relativiser, à se dire, bon, on s'adapte en fonction du patient. Et je pense que ça, c'est sûr qu'on peut pas l'acquérir dans un autre service. Enfin, c'est compliqué parce que il y a aussi la pression d'avoir 30 patients, d'en avoir 15, mais bon, avoir plein de choses à faire à côté. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir s'organiser en fonction du patient et pas en fonction de l'organisation du service. Et il y a aussi quelque chose d'important que tu as dit tout à l'heure, c'est que on a toujours cette image des soins palliatifs où on a un soignant qui tient la main d'une personne qui va mourir. Et c'était vraiment bien de rappeler que c'est aussi des soins d'urgence. Et qu'à un moment, il faut être technique, il faut être capable de reposer une aiguille de Uber, de perfuser des patients. Enfin, Aspirer, voilà, il y a tout un tas de gestes d'urgence dont on a besoin et qui font que c'est pas juste un service d'accompagnement psychologique. Oui, ça c'est une certitude et heureusement, parce que ça nous permet aussi d'être pas que dans le psychologique, sinon on aurait fait psy.
Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une multiple facette. On peut faire plein de choses. Et voilà, c'est très très intéressant comme approche. Quand je suis arrivé sur les listes, moi j'étais super content parce que justement je venais d'un poste de nuit, puis un poste de jour sur des secteurs où on pouvait avoir 27 patients. Bien sûr. J'avais besoin et envie de me reconcentrer finalement sur un petit peu moins de monde. Et donc je suis allé voir Solène, qui est une de nos aides-soignantes. Je lui ai dit c'est cool, je vais pouvoir travailler avec toi et puis je vais apprendre plein de choses. Et puis elle m'avait répondu vraiment très gentiment, ouais mais avec Charlotte on veut pas être séparés. J'étais ok, bon d'accord. Et ouais, c'est sûr que je trouve qu'on a bien, voilà, quand tu m'as appris ça, c'est vrai qu'au début, bon, je me suis dit, oh là là, comment on va s'organiser? Puis finalement, on a réussi à trouver une super organisation parce que on a travaillé un peu avec les deux aides-soignantes et j'ai trouvé ça super. Déjà que toi tu intègres les LISP parce que finalement au début on avait un peu l'impression d'être vraiment complètement seul avec Solène et le fait que toi tu arrives et qu'ensuite Christelle arrive, on était 4 finalement. On était 4 et même si on ne travaille pas ensemble, on avait l'impression de vraiment de prendre soin de nos patients de manière globale à 4, voilà, en alternant les jours et ça permettait aussi aux patients et aux familles d'être rassurés. Donc moi j'ai adoré travailler soit avec Solène, soit avec Christelle. Ça a été 2 rencontres magnifiques, même avec toi, enfin même si on n'a pas travaillé ensemble, mais voilà, en tout cas par interposé. Et ça, voilà, ça a bien fini de former cette équipe. Du coup, ce travail d'équipe, déjà j'ai compris l'espèce de fusion que vous pouviez avoir avant et l'organisation qui a fait que les binômes aides-soignantes finalement étaient sur des jours un tout petit peu décalés, ce qui fait qu'on était toujours au moins avec l'une ou l'autre et que chaque jour, quand on arrivait, on avait les informations réelles de ce qui s'était passé, enfin en tout cas le ressenti. Après il y a toujours les transmissions écrites qui permettent d'avoir un peu plus d'informations, mais en tout cas le ressenti de ce qui s'est passé, on pouvait l'obtenir de la personne qui avait été là tout à fait. La veille. C'est vrai que moi j'ai eu l'impression du coup d'apprendre. Alors à chaque fois quand j'arrivais je disais comment Charlotte elle a pensé ça, comment elle s'est organisée, est-ce que je fais bien comme il faut, est-ce qu'on peut apporter autre chose, enfin, c'est ça qui était assez chouette quoi, de s'apporter les uns les autres. Tout à fait. En équipe contre équipe. On a des manières différentes de travailler, Christelle et Solène ont des manières différentes de s'organiser aussi, mais c'est ça qui fait aussi la richesse de notre équipe. C'était vraiment chacun a sa personnalité, on était différents soit l'une soit avec l'autre, mais il y avait vraiment un lien très très fort et je m'en suis encore plus rendu compte en partant. Ça a été vraiment très très dur parce que je l'ai vraiment vécu comme un deuil, quoi, vraiment de quitter l'équipe, de partir de cette fusion. Ça a été compliqué, ouais. Qu'est-ce qui est dur pour toi en soins palliatifs? Je ne parle pas forcément des raisons qui t'ont conduite à partir, qui sont personnelles, mais si on doit être vraiment honnête et présenter à d'autres soignants le côté un peu plus difficile des soins palliatifs, qu'est-ce qu'on leur dit? Ce qui est dur, c'est la juste proximité. Voilà. Déjà, dans un premier temps, je repense à la psychologue qui vient nous voir en supervision, qui nous disait quand on rentre dans une chambre, il faut s'imaginer une enveloppe autour de notre corps, enfin juste autour de nos organes. Et en fait, à un moment donné, moi j'avais cette sensation, c'est-à-dire que j'avais plus de peau, que j'étais complètement à poil devant les patients, juste pour dire que c'est quand même un travail super difficile d'arriver à mettre cette enveloppe autour de nous, sans pour autant être froid et ne dégager aucune émotion. Et en fait, c'est là que c'est compliqué, c'est que moi j'ai appris au fur et à mesure des années
que le patient, il avait besoin de ses émotions. Et je rebondis par rapport à ça, par rapport à mon mémoire où j'avais besoin de chercher comment on gère nos émotions, comment on y arrive. En fait, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est que il faut savoir vivre avec. C'est-à-dire que pour travailler dans ce genre de secteur, pour être en harmonie avec le patient, pour lui apporter quelque chose, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la sincérité, de la bienveillance, de l'empathie, et tout en gardant cette enveloppe autour de ses organes. Et c'est ça qui est difficile, et qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que soit on est trop enveloppé et on dégage rien, et il n'y a pas de relation soignant-soigné, soit on est complètement à poil, on donne tout, on lui apporte beaucoup, mais on se fait du mal. Voilà. Donc je pense que c'est ça le plus dur. Après, ce qui est dur, c'est l'urgence. Savoir gérer un patient en détresse respiratoire sans le paniquer, ou je sais pas, une hémorragie cataclysmique, ça m'est moins arrivé. Ce qui arrive le plus souvent, c'est quand même la détresse respi. Il faut savoir réagir vite, c'est-à-dire ne pas le paniquer, essayer de le rassurer tout en agissant. Ça, c'est difficile parce que c'est souvent des moments où le patient est pris de grandes angoisses, où il faut prendre des décisions avec le médecin, avec les aides-soignants, enfin voilà. Donc, je pense qu'il y a ces deux pans qui sont difficiles. Mais la famille à gérer aussi. La famille, je pense que la famille aussi, c'est le troisième point, et c'était d'ailleurs l'ouverture dans mon mémoire, c'est ceux qui restent. Voilà. C'est-à-dire, c'est ceux qui, quand c'est fini, qu'il faut épauler, consoler. Enfin, consoler, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, être là pour eux, leur donner l'opportunité d'être là pour eux, leur laisser le choix. Et aussi le avant, c'est-à-dire l'accompagnement de la famille, les préparer tout doucement à perdre leurs proches. Ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Surtout que, par exemple, en temps de Covid, il n'y avait plus du tout de visite et on était le seul service à accueillir encore des personnes de la famille. Ce qui était d'ailleurs très, très bien. Mais il fallait continuer. Et c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. On passe beaucoup de temps avec eux, ils voient régulièrement le médecin, mais c'est aussi à nous qui s'adressent. Ils nous appellent, on leur donne souvent notre numéro, chose que dans les autres services ils ne font pas parce que ils n'ont pas le temps d'être dérangés. Mais nous, c'est vrai qu'on se sent un peu obligé de prendre le temps avec eux, de les accompagner aussi. Tout ce qu'on est capable de tisser comme lien de relation. Pendant toute cette phase-là, elle est hyper importante. Et parfois, c'est des petits détails qui peuvent faire basculer la relation. C'est quelque chose qu'on aurait oublié ou que, je sais pas, qui se serait mal passé, une incompréhension. Et donc, du coup, on est tout le temps, en fait, dans cet accompagnement-là. Et en fonction de tout ce qui s'est passé, en positif ou en négatif, ça détermine un petit peu la manière dont les choses vont se passer le jour dit. Et on ne réussit pas à tous les coups, et puis on n'arrive pas à rentrer non plus en relation avec toutes les familles. C'est vrai. Mais c'est tout ce qui s'est passé à ce moment-là qui va permettre finalement de nous aider et que la famille soit en confiance. C'est-à-dire que si on a réussi à répondre à leurs sollicitations au bon moment, ou que ils sont venus nous voir en nous disant là j'ai l'impression que mon papa ou ma maman va pas très bien, est-ce que vous pourriez faire quelque chose, et qu'on a réussi à proposer soit une thérapeutique, soit une solution, enfin en tout cas de répondre à ça. Ça permet ensuite qu'ils nous fassent confiance sur la manière dont on va gérer effectivement l'urgence, les derniers moments, parce que ça peut aussi se passer très bien. Tout à fait. Et puis parfois, parfois on n'y arrive pas, quoi. Le facteur temps, il est important, c'est-à-dire que parfois, ça nous est arrivé d'avoir des patients qui sont rentrés, qui sont décédés 2 ou 3 jours après. C'est vrai. Et on les connaissait pas, on ne savait pas quelles étaient leurs habitudes, on avait très peu de choses qui nous permettaient d'anticiper justement au mieux les choses. C'est vrai que parfois c'est un peu frustrant quand on les connaît pas, parce qu'on a tellement cette habitude
de connaître nos patients, la famille, de créer un lien de confiance, que des fois c'est un peu frustrant, mais il faut quand même se dire que la mort, des fois c'est imprévu, ça n'arrive pas quand on a envie que ça arrive, et des fois c'est brutal, et voilà, c'est ça que ça m'a appris aussi, c'est que on peut pas appréhender la mort comme on a envie, et c'est quelque chose de complètement imprévu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, dans ce contexte, dans ces 8 années finalement de soins palliatifs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis ça va pas, là il y a un truc qui colle plus, j'y arrive plus? Je pense qu'en fait j'ai eu une sensibilité accrue après mon accouchement. J'ai été mère il y a 3 ans maintenant, et à partir de ce moment-là, je ne sais pas si je peux en faire un lien, mais j'ai vraiment senti une différence. Pour mon mémoire, j'ai lu un livre magnifique de Marie Divenzel et Joanie de Montagny, L'amour ultime, et je me suis totalement reconnue dans ce livre que j'ai relu du coup récemment, où elle parle d'amour maternel envers les patients. Enfin, c'est un peu puissant, c'est une psychologue, mais où le soignant, il ressent vraiment cet amour comme il pourrait aimer un enfant. Et moi, je fais ce lien. Alors, c'est peut-être un mauvais lien, je ne sais pas, où j'ai ressenti pour les patients, ou au moment où ils mouraient, ou au moment où je les accompagnais dans leur agonie, leur pré-agonie, une violence en moi, vraiment quelque chose qui me faisait mal à l'intérieur de moi, et que je n'arrivais plus à contrôler. Comme si tout était devenu plus intense, plus sensible, plus éprouvant, et j'arrivais pas à faire descendre cette intensité. Alors peut-être pas tout au début où j'ai repris après mon congé maternité, mais en tout cas après peut-être certains événements de la vie qui font que parfois on est un peu moins bien et on se sent un peu plus fragile. J'ai toujours dit que pour faire ce genre de soins, il faut quand même être bien dans sa vie, bien dans ses baskets, parce que on peut pas mener de tous les fronts, quoi. On peut pas avoir des situations difficiles au travail, difficiles dans la vie privée. À un moment donné, ça peut pas marcher. Et je pense que ça fait un peu plus d'1 an même plus que ça, peut-être 2 ans, que je trouve que c'est difficile, que à chaque fois, à chaque accompagnement, je m'en remets de moins en moins, ou j'y pense plus à la maison, alors qu'avant je faisais abstraction, c'était un peu dur, j'en parlais, mais ça passait. Là, vraiment, beaucoup plus de situations ont été difficiles. Et j'ai trouvé aussi qu'après le Covid, on parlait de ce fameux Covid, on a eu des patients de plus en plus lourds à gérer. On avait un peu cette impression que les hôpitaux se déchargeaient de patients qui n'avaient pas été bien cadrés, même dans des secteurs qu'on a dû récupérer en urgence sur les LISP, ou en tout cas faire du soin palliatif un peu en équipe mobile sur les autres secteurs. Bref, tout ça pour dire que j'ai vécu beaucoup de situations difficiles, et plus le temps passait, et j'arrivais plus à me relever en fait de tout ça. Malgré le fait que l'équipe m'aidait beaucoup, qu'on en parle, qu'on verbalise, qu'on se soutient, on pleure ensemble. Heureusement qu'il y a ça, mais ça suffisait plus. Voilà, j'avais trop d'émotions, trop de choses en moi qui pouvaient pas s'évacuer, et voilà, cette enveloppe, elle y était plus. Et j'avais l'impression d'arriver dans la chambre et de m'étaler, d'étaler tout, en fait, de tout donner, de tout absorber, sans pouvoir me protéger. Voilà. Et à un moment, tu prends la décision. Comment ça se passe ? Tu te dis, bon, il va falloir que je le fasse. Et là, il se passe combien de temps ? Plusieurs mois ? Je pense que j'ai pris ma décision il y a peut-être au printemps. Et ça a cheminé, et j'en ai beaucoup parlé autour de moi, tout le monde me poussait un peu à le faire finalement.
pour prendre soin de moi, hein, finalement. Et voilà, ça a pris, je pense, en tout et pour tout, ça a pris 1 an, vraiment, pour que je prenne ma décision, et je l'ai prise. Et t'as culpabilisé? Ouais, alors je pense que j'ai eu beaucoup de culpabilité en amont. Surtout, en fait, j'ai toujours eu de la culpabilité de rien que de partir en vacances, de laisser les patients. Donc c'était un peu pareil. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens compétents qui vont venir? Est-ce qu'ils vont y arriver? Voilà. Et il y a eu toute cette interrogation. Est-ce que je vais casser cette équipe et que ça va tout détruire? Et que voilà, il y a eu de la culpabilité. Mais en fait, à un moment donné, le prendre soin de moi a pris le dessus. Après toutes ces années à prendre soin des autres, finalement, je me suis dit à un moment donné, si je prends pas soin de moi, en fait, je peux plus prendre soin des autres, c'est plus possible. Donc voilà, il y a eu de la culpabilité, mais là maintenant, c'est plus du soulagement que de la culpabilité. Voilà. Parce que tu ramenais quand même les choses à la maison. Ah oui. Ouais. C'est ça qui était le plus éprouvant. Ah oui, c'était. En fait, je pense qu'avant d'avoir ma fille, des fois je les ramenais, mais bon, je buvais une bière, j'allais courir, je me déchargeais finalement, je mettais en place des mécanismes de défense, hein, voilà. Et à partir du moment où il fallait que je rentre à la maison, que je m'occupe de ma fille, voilà, mon compagnon est médecin, donc souvent on en parlait parce que il est du milieu, donc à un moment donné, j'ai senti que ça avait un impact sur moi et sur ma fille. Je voulais pas en fait qu'elle vive ça. Je voulais pas lui faire subir ça, lui subir mes états d'âme, mes coups de mou, voilà. Je voulais pas de ça. En fait, je pense qu'il y a vraiment une part pour me protéger, mais il y a eu une autre part pour protéger ma fille, qui est encore petite, et voilà, c'était important pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le contexte un peu difficile, hein, la conjoncture, le manque de personnel, etc., qui fait qu'on est obligé de s'adapter beaucoup et puis de faire travailler sur plusieurs secteurs, de prendre plus de patients, de composer avec le manque de personnel, est-ce que toi, tu as encore envie d'être infirmière? Alors oui, j'ai encore envie d'être infirmière. Après, pas dans n'importe quel service. C'est-à-dire que maintenant, je sais ce que je veux pas, surtout. Savoir ce que je veux, c'est pas encore tout à fait, mais je sais que je veux pas travailler dans un secteur où j'ai 40 patients ou 60 ou voilà, j'ai envie de travailler dans un secteur où j'ai peut-être un peu moins de patients. Après, je suis pas dupe, je sais que dans beaucoup de services c'est difficile, que on nous demande toujours plus. Mais voilà, j'ai pas peur. Je sais que si je vais dans un service et que ça me convient pas et que je trouve qu'il y a trop de charge de travail, je partirai. J'irai ailleurs, je trouverai autre chose. Je ne veux pas travailler dans de mauvaises conditions. Je veux pas rentrer dans une chambre, faire une prise de sang, dire bonjour madame, au revoir madame, et passer dans une autre chambre à faire ça 15 fois sans pouvoir discuter un peu avec le patient. J'ai besoin quand même de contact. Je ne veux pas arrêter d'avoir du contact avec les patients. Je veux juste arrêter de voir la mort et la souffrance tous les jours. Voilà, on la voyait pas tous les jours, mais en tout cas de la voir très fréquemment. J'ai envie d'un service un peu plus léger, qu'on parle de choses, de cadeaux de Noël, voilà, de choses un peu légères. Il y aura toujours la maladie, la douleur, voilà, mais je pense que je peux apporter d'une autre manière, voilà, sans que ça me renvoie sans cesse à la souffrance et à la mort. C'est pas un peu décousu ce que je te dis, mais... Non, mais je comprends tout à fait. Voilà. Ça n'empêche pas qu'effectivement dans les autres services, y a des difficultés, que les patients, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une maladie ou un traumatisme, et que derrière il va falloir faire des choses, mais on n'est pas confronté aux enjeux liés à la fin de vie, voilà. Dans tous les services, dans tous les secteurs. Non, sauf en médecine, où clairement il ne faut pas se leurrer. La médecine, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens en soins palliatifs. Voilà, donc c'est sûr que je vais m'orienter vers autre chose et pourquoi pas plus tard y revenir. Voilà, mais là pour l'instant c'est vrai que j'ai besoin
couper le cordon, si je peux dire, avec les soins palliatifs, pour pouvoir, moi, me restructurer, me remettre cette enveloppe autour de moi et arrêter de me donner tout entière aux patients. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je sais pas trop, déjà de trouver du travail, bon ça va pas être compliqué, retrouver un équilibre en fait dans mon travail, c'est-à-dire continuer le travail d'infirmier parce que moi j'y tiens, et de retrouver du sens, de l'intensité un peu quand même, parce que c'est sûr que je pourrais pas avoir un travail où il n'y a pas du tout de contact, voilà, mais trouver peut-être un juste milieu, en tout cas pour l'instant, pour mon état d'esprit actuel, et pour pouvoir prendre soin des patients correctement. Voilà. Cool. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, voilà. Merci beaucoup. De rien. En partant de chez Charlotte, je suis reconnaissant d'avoir eu la chance de partager ce moment avec elle. Son départ a été difficile, mais nous avions tous à cœur de la voir s'épanouir dans son travail, même si ce n'était plus avec nous. Lorsque cette interview a été enregistrée, nous étions en novembre. Depuis, nous n'avons pas trouvé d'infirmière ou d'infirmier pour la remplacer sur les listes. Pour sa part, Charlotte a retrouvé du travail et nous nous donnons des nouvelles souvent. Cet entretien me confirme qu'un tour de France des services et des unités pourrait être l'occasion de vous faire connaître le quotidien de ces professionnels de santé et ce que sont réellement les soins palliatifs auxquels vous avez tous droit. J'espère que ce programme vous aura plu. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à le relayer, le commenter. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et lumineuse journée.